Salut tout le monde! Je vous propose aujourd'hui de remonter dans la Grèce antique pour redécouvrir le film qui est à l'origine d'une prise de risque inégalée dans l'histoire des studios Disney. Après une série de succès critiques et commerciaux, la firme aux grandes oreilles décide de taper un grand coup dans la fourmilière. L'entreprise de ce projet sera longue et complexe, mais le film d'animation sera porté par les plus grands talents des studios et une ambiance festive entre les équipes qui se verra également retranscrite dans le rendu final. Partons de suite pour Thèbes, il y a plusieurs millénaires, et découvrons ensemble la recette secrète qui nous a offert cette profusion de hits musicaux et de répliques toutes plus légendaires les unes que les autres. Ce n'est pas la première fois que Disney cherche à adapter une légende de la Grèce antique à l'écran. Une séquence de Fantasia avait déjà fait une lecture très spéciale avec la Centaurette noire en 1940. En 1993, John Musker et Ron Clements, ayant sorti Aladdin au cinéma un an plus tôt, cherchent une idée de synopsis dans les cartons des studios sur les conseils de Peter Schneider et Thomas Schumacher, alors responsables du département animation. Parmi ces 35 idées de synopsis, le duo en choisit une. Ils décident de se concentrer sur la mythologie grecque et envisagent un film qu'ils qualifient eux-mêmes de comédie épique. À cette époque, la machine Disney a été relancée avec le second âge d'or sur les 10 dernières années, John et Ron ayant participé à cette réussite avec 3 films à succès. Le parcours décisionnel s'en retrouve donc facilité à tous les niveaux. Le climat étant propice à l'innovation et à la prise de risque, le duo de choc veut révolutionner le genre du film d'animation avec une proposition inédite. Ils savent cependant qu'ils devront s'entourer d'une armada de scénaristes, d'animateurs et de techniciens, ayant pour la plupart travaillé sur un nombre spectaculaire de films Disney au cours de ces dernières décennies, afin de maîtriser au mieux cette prise de risque. Et cette prise de risque porte un nom, Gerald Scarfe. Scarfe est consultant pour les studios en 1993. Disney a fait appel à lui pour définir l'aspect visuel du projet en lui commandant 12 dessins pour les premières ébauches du film. Scarfe finira par en envoyer 40. Ces ébauches sont d'un style inédit et décalé, loin, très loin des standards Disney. Mais le duo est convaincu par son audace et lui fait une contre-proposition. Scarfe accepte le deal et passe ainsi de consultant à production designer. Contrairement à La Petite Sirène, le processus de création est plus classique pour Hercule, ce projet qui prend des risques à tant d'autres niveaux. On va donc créer des planches de dessin pour le storyboard en premier lieu, pour passer ensuite aux enregistrements, puis à l'animation. Encore une fois, la prise de risque avec Hercule est telle que pléthore d'artistes sont appelés sur la production. Ainsi, ce n'est pas moins d'une vingtaine de scénaristes qui participera à l'élaboration du récit. Parmi eux, on peut citer Irene Mecci, ayant travaillé sur Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame ou encore Rebelle, Bob Shaw, romancier qui décédera malheureusement avant la sortie du film, Randy Cartwright, qui avait déjà travaillé sur Pocahontas et par la suite sur Shrek, et Vance Gary, présent sur tous les Disney depuis la fin des années 1960. John, Ron et leur armée d'écrivains veulent prendre beaucoup de liberté par rapport à la mythologie grecque, que ce soit au niveau des personnages, leurs liens ou bien la chronologie des événements. Hercule doit être mis au centre de cette revisite. Concrètement, on va chercher à lui attribuer les exploits et les possessions d'autres personnages de la Grèce antique. John et Ron vont volontairement mélanger toutes les références. Parmi les différences entre la mythologie et le film, on peut citer le fait que Pégase ne soit pas le cheval d'Hercule, mais celui de Bellérophon. Sa mère Héra n'est en réalité pas un personnage aussi doux que le portrait qui en est fait dans le dessin animé, mais bien une déesse dangereuse et agressive, allant même jusqu'à chercher à tuer Hercule en lui envoyant des serpents dans son berceau. Et oui, c'était elle de base, pas Hadès. Dans la version classique, Hercule doit d'ailleurs boire le lait d'Héra pour devenir un dieu, quand le film lui fait boire à l'inverse un breuvage pour le rendre mortel. Hadès n'est pas jaloux de Zeus, les titans sont les parents des dieux de l'Olympe et non des monstres, les muses sont au nombre de 9 et non pas 5, et le mentor d'Hercule est en réalité Chiron et non pas Philoctète. Les scénaristes rendront malgré tout hommage à la mythologie grecque en faisant référence aux 12 travaux d'Hercule avec l'hydre de Lerne, le lion de Némée, le sanglier d'Érymanth, les oiseaux du lac Stymphale et la capture de Cerbère. Mention est même faite des écuries d'Augias et de la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Côté casting, le personnage principal aura droit à Josh Keaton pour sa version jeune parlée et à Roger Bart, qui n'est autre que George dans Desperate Housewives, pour le chant. Si l'équipe va privilégier des acteurs comme Keaton, ils vont malgré tout chercher des artistes sachant également chanter pour éviter d'avoir une version chantée comme Bart. Tate Donovan sera donc choisi pour la version adulte d'Hercule. Le personnage d'Hadès, quant à lui, sera d'abord proposé à Jack Nicholson, puis à Willem Dafoe ou encore à David Bowie. Un premier doublage sera même fait avec John Lithgow, Churchill dans The Crown, vu plus récemment dans Killers of the Flower Moon.
Ce doublage ne convaincra pas et c'est à James Woods, véritable inspiration originelle pour le visuel du personnage, que l'on proposera le rôle. Celui de Philoctète sera également offert à Danny DeVito, là aussi pour son inspiration directe du personnage. À côté de ses comédiens habitués et connus du grand écran, Susan Egan est approchée pour le personnage de Megara. Susan vient de Broadway où elle a notamment campé le rôle de Belle dans la comédie musicale de La Belle et la Bête en 1994. Bob Goldthwait, aperçu dans Police Academy, va injecter ses talents de comique dans son interprétation de Penn. Matt Freever, habitué des personnages anxieux et ayant joué dans un certain nombre de drames et de thrillers, interprétera avec brio le côté angoissé de Panique. Pour les moires, on va faire appel à des doubleurs Disney historiques. Carol Shelley jouera Lachesis, la deuxième moire, elle qui avait déjà fait la voix d'Amelia dans Les Aristochats et celle de Lady Glug dans Robin des Bois. Paddy Edwards, ayant prêté sa voix à Flotsam et Jetsam dans La Petite Sirène, sera Atropos, la troisième moire. Nous pouvons également évoquer la voix off du conteur en début de film, qui n'est autre que Charlton Heston, acteur du péplum Ben-Hur. Enfin, Patrick Stewart, qui joue le professeur Charles Xavier dans X-Men, entre autres, et qui avait précédemment refusé de doubler Triton dans La Petite Sirène, déclinera l'offre qui lui sera faite pour le rôle de Zeus. Concernant la création visuelle des personnages, Andy Gaskill est appelé pour être directeur artistique sur le film. Andy est un artiste Disney qui avait précédemment travaillé sur Winnie, Bernard et Bianca, Tron, La Petite Sirène et Le Roi Lion. Il participera également à La Planète au Trésor avec le duo Musker-Clements. Le style du film se veut bien plus cartoonesque et moderne. Le choix est assumé, on ne cherche pas à faire du réaliste ou du joli. Dans cette idée, et pour contraster avec le monde des humains par exemple, les dieux et les habitants de l'Olympe sont fluorescents et d'une seule couleur. Le film est en cela, et pour le reste également, très satirique. On cherche des caricatures. Gerald Scarfe, caricaturiste britannique, influencera l'aspect visuel du film dans son intégralité. Son style est très particulier et pousse à innover, et c'est en cela que réside la véritable prise de risque du film. Le dessinateur s'inspirera entre autres des dessins sur les vases antiques pour définir l'aspect visuel de tous les personnages. Il expliquera également que l'exercice est compliqué pour lui car il préfère travailler sur des personnages plus fragiles ou plus sombres, comme ceux des enfers dans le film. Scarfe recherche un style grossier et simple. Pour lui, les fioritures avec trop de détails n'ont pas leur place dans le film. Cet aspect caricatural, au-delà de leurs répliques et de leur personnalité, se manifeste facilement pour les habitants de Thèbes. Ce sont tous de vrais dessins de caricature. Comme évoqué précédemment, Danny DeVito a inspiré l'apparence de Philoctète. Ils sont tous les deux petits, trapus, et partagent une personnalité entre l'aigri et le comique. Le messager de Zeus, Hermès, est lui inspiré de Paul Schaffer, qui prêtera d'ailleurs, en plus de sa voix, sa paire de lunettes au personnage. James Woods, grand et élancé, avec son air sournois et moqueur, est l'inspiration parfaite pour le personnage d'Hadès. Scarfe pensera également à le faire s'enflammer lorsque le personnage s'énerve. Pour Hercule, Scarfe veut le faire beau, avec des traits durs cependant, qui rappelleront ceux des héros forts et grands. Sa version plus jeune sera dotée de pieds, de mollets et de mains disproportionnés. Scarfe souhaite représenter l'adolescence. Les oreilles et le menton du personnage reprendront quant à eux les formes des jarres et des colonnes grecques. Enfin, pour Pégase, Scarfe s'inspire, comme pour le reste du film d'animation, d'Antiquité, mais il ira cette fois-ci au British Museum pour dénicher l'aspect des statuettes de têtes de chevaux. Il veut rendre élégant cet animal fantastique. Les équipes du film passèrent l'été 1994 en Grèce pour s'inspirer des paysages et des sites archéologiques. Le film offre ainsi des panoramiques connus dans l'imaginaire populaire, en redonnant de sa superbe à la cité grecque classique de l'époque. L'Olympe, lui, est lumineux, très clair et volontairement épuré, presque irréel. On a là le contraste entre la paix légitime du monde des dieux et la complexité du monde des humains. Le climat et la lumière du film sont également travaillés différemment pour traduire cette complexité et soutenir les enjeux dramatiques. Quand Hercule tombe sur Terre, Zeus déchaîne sa colère avec un orage. Le monde des humains est sombre et fade. Selon les passages du film, on peut voir de la brume ou de la pluie. À la fin du film, l'obscurité provoquée par une tempête est de nouveau présente pour traduire l'affrontement, le combat, la douleur et la souffrance qui sont le propre des hommes. Au total, ce sont plus de 200 des presque 1400 décors du film qui seront peints dans les studios parisiens de la Walt Disney Feature Animation France à Montreuil-sous-Bois. Pour ce qui est de l'écriture des chansons, Alan Menken fera appel à David Zippel, parolier sur Mulan. Lors des séances d'enregistrement, Susan Egan brille par sa technique et l'intensité de son interprétation. Pour Danny DeVito, la méthode de travail sera complètement différente. On essaye de le faire chanter, mais l'exercice n'est pas naturel pour l'acteur. Alan Menken trouve alors un compromis. La chanson de Philoctète sera mi-chantée, mi-parlée. James Woods donnera également de sa personne et s'amusera à enregistrer ses dialogues avec des mouvements cartoonesques.
Andreas Deja, superviseur de l'animation d'Hercule, explique qu'en réalité, ce sont tous les acteurs qui se sont donnés corps et âme pour transmettre l'énergie de leurs personnages avec leur voix, leurs cris et leurs gestes, ce qui a beaucoup aidé l'animation. Enfin, les chansons du film sont en partie assurées par les 5 muses. Il fut un temps envisagé de proposer ces rôles aux Spice Girls. Ce sont finalement Vanessa White Thomas et Cheryl Freeman, mais également Lydia White et La Chance de Broadway, ou encore Rose Ryan, comédienne de doublage dans les séries Buzz l'éclair, Kim Possible, Looney Tunes Show ou encore Scooby-Doo, Mystères associés, qui reprendront les rôles. Ces muses aident à rythmer le récit en faisant avancer l'intrigue et en expliquant les enjeux de l'histoire exactement comme le voulait Ashman pour La Petite Sirène. L'animation débute en 1995 avec 700 artistes. Encore une fois, on prend des modèles humains en référence. La France est encore à l'honneur avec une majorité d'animateurs parisiens. Le personnage d'Hercule nécessitera 3 animateurs. Andreas Deja, superviseur du trio, a travaillé jusque-là uniquement sur des méchants. Il explique qu'Hercule dégage une naïveté et une énergie qu'il pouvait facilement retrouver chez Tate, l'interprète. Mark Smith chapeaute l'animation générale d'Hercule. L'animateur a déjà travaillé sur presque tous les Disney de la décennie et fera de même sur les années 2000 jusqu'à Encanto. Patrick Delage se charge lui de l'animation de Hercule adulte. L'artiste avait lui aussi travaillé sur les personnages principaux des précédents Disney et des Disney qui suivront. Les deux seront aidés par Georges Abolin, également présent sur les films des studios des années 90 et 2000. Nick Ranieri, superviseur de l'animation d'Hadès, définit ce dernier comme captivant. C'est lui qui transformera l'idée de Scarf, où Hadès s'enflamme quand il s'énerve, en lui faisant adopter la flamme tout au long du film, pour finalement en changer simplement la couleur selon son état. 3 animateurs seront également nécessaires pour Hadès: James Baker, Juanjo Guardino et Sergio Pablos. Catherine Poulain sera en charge de Megara. David Hancock, habitué des animaux, ayant notamment animé Simba adulte, s'occupe de Pégase pour ce nouveau film. Eric Goldberg supervise lui l'animation de Philoctet et met beaucoup de sa personne dans le personnage, à tel point que les gens confondent le personnage et l'artiste sur ses dessins. Brian Ferguson et James Lopez ont animé Peine et Panique avec les expressions qui correspondent à leur nom. A savoir également que des photos des acteurs, prises lors des séances d'enregistrement, ont été utilisées pour définir les expressions des personnages. Après ces pencil tests, où les dessins apparaissent sur plusieurs traits, on passe au clean-up, qui va épurer le tout en un seul trait, puis à la colorisation par ordinateur. Scarf sera présent tout le long du processus avec les animateurs, des pencil tests au clean-up et jusqu'à la colorisation. Il est un peu le Howard Ashman du film. Appelé pour son expertise dans son domaine, il prend finalement part à la totalité du processus créatif et artistique du film. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un film est animé qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Hercule a même vu 2 techniques innovantes être testées durant sa production. La première est le morphing numérique. Les scènes dans l'Olympe par exemple, où les nuages changent de forme, c'est du morphing. Il s'agit d'une technique qui permet de transformer l'image, de la déformer à l'écran. Pour l'époque, c'est une véritable prouesse technique. La deuxième innovation du film, c'est son animation numérique, qui se voit d'ailleurs parfois à l'écran par sa différence de texture, de perspective et de fluidité, notamment avec l'hydre. Ce monstre a été créé par Roger Gould, superviseur de l'animation justement, qui a cherché à mixer plusieurs créatures mythologiques. Alors, pour l'époque, l'animation numérique, ce n'est pas nouveau. Pour autant, son incrustation dans un film en 2D est un véritable challenge. En réalité, c'est un challenge pour ces 2 innovations informatiques. Il faut donc pouvoir incorporer ces éléments numériques 3D entre les décors en arrière-plan et les personnages animés. Scarf sera évidemment présent tout au long de ce processus 3D. Alan Menken rempile une nouvelle fois pour signer la bande originale du film. Pour ce nouveau Disney, il va chercher à proposer quelque chose de plus moderne et de moins philharmonique. Il se concentre donc sur le gospel, très dynamique et plein d'espoir, à l'image du film. On est là dans le dur des hits. La I Want Song d'Hercule sera évidemment présente. Megara aura cependant elle aussi droit à la sienne. C'est la première fois qu'un personnage secondaire, destiné à former un couple avec le personnage principal certes, mais secondaire malgré tout, une femme ici qui plus est pour l'époque, a droit à son I Want Song. Bon, Jasmine y avait eu droit également, mais elle l'avait partagé avec Aladdin. On peut d'ailleurs faire une petite parenthèse sur ce fun fact, puisque ces 2 chansons se déroulent en même temps, au même endroit. En effet, Jasmine et Aladdin survolent le jardin où se trouvent justement Megara et Hercule, alors que les personnages chantent chacune leur I Want Song. On a là un crossover entre Aladdin et Hercule, un clin d'œil de John et Ron à leur film précédent. Contrairement à Jasmine, Megara est mise en valeur par les muses et le contre-pied qui est pris avec les paroles de la chanson par rapport à son rôle de personnage secondaire féminin est intéressant. L'orchestre que formera Alan Menken pour les séances d'enregistrement sera constitué de 90 musiciens. Le film sort le 27 juin 1997.
Pour la première, qui se fait à New York, une parade de Disneyland déambule dans les rues, présentant en tête d'affiche les personnages du film d'animation. Il s'agit de l'Electrical Parade, moderne et fortement apprécié par le public à l'époque. Le film raconte qu'Hadès, le dieu des enfers, jalouse secrètement le pouvoir sur l'Olympe. Il veut ainsi fomenter un plan contre Zeus, le roi des dieux. Prenant connaissance d'une prophétie voulant qu'Hercule, le fils de Zeus, le terrasse par la suite, Hadès va faire en sorte d'éliminer Hercule en le rendant mortel pour le tuer et charge Peine et Panique, ses sous-fifres, de cette besogne. Le duo ne parviendra pas à ses fins, faisant ingurgiter à Hercule suffisamment de potions pour le rendre mortel sans pour autant parvenir à le tuer. Hercule ne peut donc plus repartir sur l'Olympe et est adopté et élevé sur Terre. Adolescent, il se rend cependant compte, de par sa force démesurée, que sa place n'est pas au milieu des hommes. Ses parents adoptifs lui racontent alors son adoption et Hercule décide d'en apprendre davantage sur ses origines. Rencontrant Zeus, son père, pour la première fois, ce dernier lui explique que pour prétendre à l'Olympe, il doit devenir un vrai héros pour être digne du statut de dieu. Hercule retrouve ainsi Pégase et rencontre Philoctète, entraîneur de héros légendaires. Après une période de préparation, Hercule part à Thèbes pour sauver des gens comme le fait un vrai héros. Sa première intervention lui permettra de sauver Mégara et de tomber sous son charme. Hercule ignore qu'en réalité, cette femme fatale a vendu son âme à Hadès. Ce dernier, quant à lui, prend connaissance de l'existence d'Hercule qu'il pensait mort depuis l'enfance. Il va donc chercher à s'en débarrasser à plusieurs reprises, mettant au défi ses qualités de héros. Mais Hercule sort vainqueur de chaque épreuve et voit sa renommée s'installer à Thèbes. Malgré cela, Zeus indique à Hercule qu'il n'est toujours pas un vrai héros. Hercule se rapproche finalement de Mégara, qui tombe amoureuse de lui, et Hadès profite de leur idylle pour négocier la soumission du héros. Hadès propose à Hercule de libérer Mégara et lui indique qu'il ne lui arrivera rien si Hercule abandonne ses pouvoirs pendant 24 heures. Ce dernier accepte, bien que déçu d'apprendre la vérité sur Mégara. Hadès profite ainsi de la faiblesse d'Hercule pour libérer les titans et attaquer l'Olympe. Mégara souhaite cependant protéger Hercule d'une mort certaine, lui qui tente malgré tout d'affronter le Cyclope pour défendre l'Olympe. La jeune femme est alors blessée, mettant fin, de fait, au pacte conclu entre Hadès et Hercule. Hercule récupère ainsi ses pouvoirs et part libérer l'Olympe des Titans en les envoyant au fin fond du cosmos. Mégara meurt malheureusement des suites de ses blessures. Mais Hercule n'abandonne pas et part à la rencontre d'Hadès une dernière fois dans les enfers. Il propose à ce dernier d'échanger sa propre vie contre celle de Mégara. Hadès accepte. En faisant ce sacrifice ultime, Hercule devient un vrai héros. Digne du statut de dieu, il retrouve son immortalité et survit au pacte, ramenant par la même occasion à la vie Mégara. Hadès est alors livré aux âmes du Styx et Hercule part à la rencontre de ses parents sur l'Olympe. Il décide finalement de rester sur Terre pour vivre son amour avec Mégara et profiter de ses amis à Thèbes. Le film est un véritable récit initiatique. Hercule ne court pas après quelque chose, mais après qui il est. Il va chercher à s'accomplir en devenant un héros pour être légitime à rejoindre les dieux dans l'Olympe, mais il ne se trouvera réellement qu'en rencontrant Mégara. Le traitement de l'histoire rappelle celui d'Aladin, mais Aladin, bien que n'étant pas intéressé, épouse une princesse. Hercule va lui jusqu'à renoncer à ses pouvoirs et son statut de dieu pour Mégara à la fin. Mégara est un personnage féminin inédit. C'est une femme forte et autonome. Ce n'est pas la princesse qui court après son prince charmant. Ici, c'est même l'inverse. C'est un dieu qui court après la femme fatale qu'elle représente. Cependant, Mégara reste l'esclave d'Hadès, et elle se fera malgré tout secourir par Hercule à la fin. Mais comme elle le dit elle-même, c'est une demoiselle, elle est en détresse, mais ça ne fait pas pour autant d'elle une demoiselle en détresse. Elle ira même jusqu'à sauver Hercule, en premier au péril de sa vie, avant que ce dernier lui rende l'appareil. Le film est également une réelle critique de la société. Il présente les écarts entre les personnes aisées, ici les dieux, et le reste des hommes. Hercule veut s'élever socialement, et ce, dans tous les sens du terme. Le film critique également la société de consommation. Disney va même jusqu'à se troller lui-même en mettant à l'écran une version de sa stratégie marketing avec les produits dérivés d'Hercule. Enfin, le personnage d'Hadès est diaboliquement attachant. C'est un méchant redoutable, mais assurément charmeur et surtout très drôle. Hadès est opportuniste et frustré, des défauts humains. Et que dire de son look? Esthétiquement, c'est un méchant qui en jette. Sa flamèche rend le tout très organique. Le film rapporte 252,7 millions de dollars américains, loin derrière les productions Disney des années 90, comme Le Bossu de Notre-Dame 325 millions de dollars, La Belle et la Bête 331 millions de dollars et Aladdin 504 millions de dollars. Avec un budget de 80 millions de dollars américains pour un résultat de 252,7 millions au box-office, les chiffres d'Hercule sont très bons malgré tout.
Côté critique, le public trouve ce Disney plus classique. L'histoire est jugée un peu trop facile, voire attendue. Tout le monde s'accorde à dire cependant qu'Hercule est un bijou d'innovation visuelle, tant au niveau de ses techniques que de l'esthétisme. La musique est également saluée. Enfin, Hadès s'impose comme un méchant Disney d'anthologie. Le film obtient une nomination aux Oscars et une autre aux Golden Globes pour la meilleure chanson originale avec Le Monde qui est le mien de Alan Menken et David Zippel. Le film sortira le 27 novembre 1997 en France, avec notamment les talents de Patrick Timsit en doublage français pour le rôle de Phil. Pour son impact culturel, les musiques du film ont rapidement intégré les playlists de karaoké Disney, mais pas que. Hercule a eu droit à son propre jeu vidéo sur PlayStation 1 en 1997 et à bon nombre de produits dérivés en tout genre. Les personnages du film étaient également présents à la fin des années 90 dans les différents parcs Disney du monde. De 1998 à 1999, Hercule a eu droit à une série télé sur 2 saisons. Il aura également droit à une suite en direct ou vidéo en 1999. 20 ans plus tard, en 2019, le Disney s'est vu adapté en comédie musicale. Force est de constater que de nos jours, Hercule est un personnage qui s'est malgré tout fait quelque peu oublier. Au total, ce ne sont donc pas moins de 1000 animateurs, artistes et techniciens qui auront travaillé sur le film d'animation pendant 3 ans. La bonne ambiance qui régnait dans les studios se ressent à l'écran. Plus que ça, elle aura permis à l'équipe de production de relever certains défis artistiques et techniques qui offriront un souffle nouveau aux studios et leur permettront de faire passer un certain message. Disney sait faire des bons films, Disney sait faire des films qui marchent, mais Disney n'a pas peur de prendre des risques et de proposer quelque chose d'inédit. Hercule marque la fin d'une décennie Disney glorieuse et donne l'impression que les studios ont voulu s'amuser une dernière fois avant de passer dans le 21e siècle. Personnellement, j'apprécie Hercule malgré ses défauts. Je partage l'avis général et trouve que c'est le personnage d'Hadès qui porte tout le film. L'histoire est également trop facile à mon goût. Pour autant, je pense qu'elle permet au film d'avoir un rythme très fluide. Les chansons de 01 Héros et le gospel pur font toutes les deux partie de ma playlist. Enfin, je trouve que l'association de certaines couleurs avec d'autres pastels pour la colorisation du film offre un contraste magnifique. Pour moi, le film est visuellement réussi. Évidemment, ce n'est que mon avis, et je vous invite à me faire part du vôtre et de vos différentes analyses en commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre de vos Disney préférés.